L'année 1092 marque un tournant dans l'histoire de France. Un roi décide de tout sacrifier pour une femme. Philippe Ier, souverain des Francs depuis 1060, va commettre l'impensable, défier l'Église, briser son mariage et plonger son royaume dans une crise sans précédent. Cette histoire d'amour va lui coûter son salut éternel. Philippe a alors 40 ans. Il règne depuis 32 ans sur un royaume encore fragile. Les grands seigneurs contestent son autorité. Guillaume le Conquérant menace ses frontières normandes et l'Église surveille chacun de ses gestes. Pourtant, ce roi prudent et calculateur va tout risquer pour une seule femme, Bertrade de Montfort. En 1071, Philippe épouse Berthe de Hollande. Elle a 18 ans, lui 19. Cette union scelle une alliance stratégique avec les comtes de Flandre. Berthe est la fille de Florent Ier, comte de Frise occidentale, et la petite belle-fille du puissant Baudouin V de Flandre. Le mariage apporte à Philippe des terres et des alliés précieux. Berthe remplit son devoir royal. Elle donne à Philippe 2 héritiers, Louis, le futur Louis VI le Gros, et Philippe. Le royaume a sa succession assurée. Pendant 20 ans, le couple royal vit sans éclat particulier. Berthe reste dans l'ombre, comme il convient à une reine de l'époque. Philippe se consacre aux affaires du royaume. Mais au fil des années, Philippe change. Il devient plus sensuel, plus impulsif. Les chroniqueurs de l'époque notent cette transformation. Le roi prend de l'embonpoint, développe un goût pour les plaisirs de la table et de la chair. Sa piété diminue, son respect des règles religieuses s'émousse. Berthe, femme pieuse et discrète, ne satisfait plus ses nouveaux appétits. Le roi commence à espacer ses visites à son épouse. Il trouve des prétextes pour s'éloigner de la cour. Les rumeurs courent sur ses liaisons passagères. Berthe souffre en silence. Elle prie, espérant reconquérir son époux. Mais Philippe a déjà l'esprit ailleurs. En 1090, Philippe évoque pour la première fois l'idée d'une répudiation. Il prétend découvrir un lien de parenté avec Berthe qui rendrait leur mariage invalide. Ses conseillers tentent de l'en dissuader. Une répudiation sans motif grave provoquerait un scandale. L'Église ne l'accepterait jamais. Mais Philippe a déjà pris sa décision. Bertrade de Montfort naît vers 1070. Elle grandit dans une famille noble de l'Île-de-France. Son père Simon Ier est seigneur de Montfort-l'Amaury. Bertrade reçoit une éducation soignée. Elle parle latin, connaît la poésie, maîtrise les arts de la séduction. Sa beauté devient légendaire dans toute la région parisienne. En 1089, à 19 ans, Bertrade épouse Foulques IV, comte d'Anjou. Ce mariage la transforme en comtesse. Foulques a déjà la cinquantaine et plusieurs mariages derrière lui. Son tempérament colérique lui vaut le surnom de Réchin, celui qui rechigne. Bertrade découvre un époux brutal et possessif. Foulques traite Bertrade comme un bien. Il l'enferme dans ses châteaux, contrôle ses sorties, surveille ses fréquentations. Bertrade étouffe. Cette femme intelligente et ambitieuse ne supporte pas cette condition. Elle rêve de liberté et de pouvoir. L'occasion va se présenter plus tôt qu'elle ne l'imagine. En mai 1092, Foulques et Bertrade se rendent à Tours. Le roi Philippe s'y trouve également. Cette rencontre va changer le destin de la France. Bertrade voit le roi lors d'une cérémonie religieuse. Philippe, lui, remarque immédiatement cette jeune femme d'une beauté saisissante. Leurs regards se croisent. L'étincelle jaillit instantanément. Le chroniqueur Orderic Vital raconte la suite. Bertrade prend l'initiative. Elle fait parvenir un message au roi. Elle lui déclare sa passion et lui confie ses craintes. Foulques menace de la répudier. Elle risque de perdre son rang et ses biens. Philippe, troublé par cette beauté et cette audace, accepte de la rencontrer en secret. La première entrevue a lieu dans les jardins de l'abbaye Saint-Martin de Tours. Philippe, habituellement méfiant et calculateur, perd toute prudence face à Bertrade. Elle a 22 ans, il en a 40. Elle représente tout ce qu'il désire, la jeunesse, la beauté, la passion. En quelques heures, Bertrade conquiert totalement le roi de France. Bertrade ne perd pas de temps. Dès le lendemain de sa rencontre avec Philippe, elle organise sa fuite. Elle fait mine de se rendre à la messe matinale. Au lieu de cela, elle rejoint des hommes du roi qui l'attendent aux portes de Tours. Foulques découvre sa disparition au moment du déjeuner. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. La comtesse d'Anjou a fui avec le roi de France. Foulques entre dans une colère terrible.
Il rassemble ses hommes d'armes et se lance à leur poursuite. Mais Philippe et Bertrade ont pris de l'avance. Ils chevauchent vers Orléans, dans le domaine royal. Le scandale éclate dans tout le royaume. Une femme mariée qui abandonne son époux pour le roi. Un roi qui enlève l'épouse de son vassal. Les règles les plus sacrées sont violées. L'Église crie au sacrilège. Les grands seigneurs s'indignent, mais Philippe se moque de ces réactions. À Orléans, Bertrade s'installe dans le château royal. Elle prend immédiatement ses marques. Cette femme ambitieuse ne se contente pas d'être une maîtresse. Elle veut devenir reine. Elle pousse Philippe à répudier officiellement Berthe de Hollande. Le roi hésite encore. Une telle décision aurait des conséquences énormes. Bertrade déploie tous ses charmes. Elle flatte l'ego de Philippe, lui fait miroiter une passion éternelle, lui promet des fils. Elle critique subtilement Berthe, trop effacée, trop pieuse, pas assez femme. Philippe, ensorcelé, cède à toutes ses demandes. En juillet 1092, il annonce officiellement sa décision. Il répudie Berthe de Hollande. Les motifs invoqués font scandale. Philippe prétend découvrir un lien de parenté avec Berthe qui rendrait leur mariage nul. Cette consanguinité, il l'invoque après 20 ans de mariage et 2 enfants. Personne n'est dupe. Le roi sacrifie ouvertement son épouse légitime pour sa maîtresse. Philippe ne s'arrête pas à la répudiation. Le 27 mai 1092, il épouse Bertrade de Montfort. Cette cérémonie se déroule dans la plus grande discrétion au château d'Orléans. Seuls quelques témoins y assistent. Philippe sait qu'il commet un acte révolutionnaire. L'archevêque de Rouen, Geoffroy Brito, accepte de célébrer l'union. Philippe l'a circonvenu par des promesses et des menaces. Ce prélat ambitieux espère obtenir des faveurs royales. Il ferme les yeux sur l'irrégularité manifeste de ce mariage. Cette complaisance lui coûtera cher par la suite. Bertrade triomphe. À 22 ans, elle devient reine de France. Elle qui étouffait dans le château angevin règne maintenant sur un royaume. Sa transformation est saisissante. La jeune femme effacée se mue en souveraine autoritaire. Elle influence toutes les décisions royales. Mais ce bonheur a un prix. Bertrade reste légalement mariée à Foulques d'Anjou. Aux yeux de l'Église, elle vit en concubinage avec Philippe. Son nouveau mariage n'a aucune valeur religieuse. Elle risque la damnation éternelle. Cette perspective ne semble pas l'effrayer. Philippe, lui, mesure progressivement l'ampleur de son acte. Il a défié simultanément l'Église, la loi divine et les coutumes féodales. Son mariage avec Bertrade constitue un adultère et un bigamie. Pire encore, il a violé l'indissolubilité du mariage chrétien. Ces crimes spirituels appellent les sanctions les plus lourdes. Les réactions ne se font pas attendre. Foulques d'Anjou mobilise ses alliés. Il dénonce publiquement l'enlèvement de son épouse. Les comtes de Flandre, parents de Berthe de Hollande, menacent de rompre leurs liens avec Philippe. L'Église prépare sa riposte. Le pape Urbain II, ardent défenseur de la moralité chrétienne, ne peut tolérer un tel scandale. Le pape Urbain II apprend la nouvelle en août 1092. Sa réaction est immédiate et violente. Ce pape, élu en 1088, mène une politique de restauration morale. Il combat la simonie, impose le célibat ecclésiastique, lutte contre la corruption du clergé. Le comportement de Philippe représente tout ce qu'il condamne. Urbain II convoque immédiatement un consistoire. Les cardinaux examinent le cas du roi de France. Le verdict est unanime. Philippe a commis un adultère public, violé les lois divines, scandalisé la chrétienté. Il mérite l'excommunication. Mais le pape hésite encore. Excommunier un roi n'est pas une décision légère. Philippe reçoit d'abord un ultimatum. Le pape exige qu'il renvoie Bertrade et reprenne Berthe de Hollande. Sinon, il subira les foudres de l'Église. Cette lettre pontificale arrive en septembre 1092. Philippe la lit avec Bertrade. Tous deux éclatent de rire. Ils se croient intouchables. Cette réaction révèle leur aveuglement. Philippe sous-estime la détermination d'Urbain II. Bertrade pense pouvoir manipuler l'Église comme elle manipule le roi. Ils vont découvrir leur erreur. Rome ne plaisante pas avec la moralité chrétienne. Le pape attend 6 mois une réponse positive. Philippe ne daigne même pas répondre. Il continue à vivre publiquement avec Bertrade. Il l'associe aux cérémonies royales, la présente comme sa légitime épouse. Cette provocation constitue un défi direct à l'autorité pontificale. En mars 1093,
Urbain II perd patience. Il annonce sa décision à toute la chrétienté. Philippe Ier sera excommunié s'il ne se soumet pas avant Pâques. Cette menace fait l'effet d'un coup de tonnerre. Excommunier un roi capétien. Depuis Hugues Capet, aucun souverain français n'a subi pareille humiliation. Le 16 octobre 1094, le concile d'Autun rend son verdict. 32 évêques français se réunissent sous la présidence du légat pontifical. L'Assemblée examine une dernière fois le comportement royal. Philippe a-t-il renvoyé Bertrade? A-t-il repris Berthe? La réponse est négative sur les deux points. Les évêques prononcent solennellement l'excommunication de Philippe Ier. Cette sentence spirituelle le retranche de la communion des fidèles. Il ne peut plus recevoir les sacrements, assister à la messe, être enterré en terre consacrée. Pire encore, ces sujets sont déliés de leur serment de fidélité. L'excommunication d'un roi provoque un séisme politique. Les vassaux de Philippe se trouvent dans une situation impossible. Doivent-ils obéir à un souverain maudit par Dieu? Peuvent-ils servir un homme retranché de l'Église? Certains commencent à prendre leur distance avec la cour royale. Philippe accuse le coup plus durement qu'il ne l'avoue. Cette condamnation spirituelle l'atteint dans sa foi. Malgré sa passion pour Bertrade, il reste un chrétien de son époque. L'idée de mourir en état de péché mortel le terrifie. Mais il refuse de céder. Sa fierté l'empêche de reconnaître ses torts. Bertrade, elle, semble indifférente à l'excommunication. Cette femme pragmatique ne craint que le pouvoir temporel. Tant qu'elle règne sur Philippe, elle se moque des foudres pontificales. Elle redouble même ses efforts pour consolider son influence. Elle craint que l'excommunication n'affaiblisse la résolution royale. L'Église française se divise face à cette crise. Certains évêques appliquent strictement l'excommunication. Ils interdisent au roi l'entrée de leur cathédrale, refusent de célébrer la messe en sa présence. D'autres, par prudence ou intérêt, ferment les yeux. Cette division affaiblit l'autorité de la sentence pontificale. L'excommunication royale paralyse progressivement le royaume. Philippe ne peut plus remplir normalement ses fonctions religieuses. Or, au XIe siècle, le pouvoir royal est étroitement lié au sacré. Le roi oint du Seigneur tire sa légitimité de Dieu. Comment gouverner quand Dieu vous rejette? Les conséquences pratiques se multiplient. Philippe ne peut plus assister aux cérémonies religieuses officielles. Les évêques évitent sa présence. Les abbayes ferment leurs portes devant lui. Cette situation compromet ses relations avec l'Église, pilier essentiel de l'État médiéval. Ses ennemis exploitent habilement la situation. Guillaume le Roux, roi d'Angleterre et duc de Normandie, rappelle que Philippe est un souverain maudit. Comment faire confiance à un homme rejeté par Dieu? Ces arguments ébranlent la fidélité de certains vassaux français. Bertrade observe cette dégradation avec inquiétude. Elle réalise que l'excommunication menace son propre pouvoir. Si Philippe perd son autorité royale, elle perdra son rang de reine. Pour la première fois, elle envisage un compromis avec Rome. Mais Philippe refuse toute discussion. Le roi tente de minimiser l'impact de l'excommunication. Il fait célébrer des messes privées par des prêtres complaisants. Il maintient ses apparitions publiques, présente toujours Bertrade comme sa légitime épouse. Cette attitude de défi impressionne ses partisans, mais inquiète ses conseillers. La situation devient particulièrement difficile en 1095. Le pape Urbain II se rend en France pour prêcher la première croisade. Cette visite pontificale constitue un événement majeur. Tous les grands seigneurs accourent pour rencontrer le successeur de Saint-Pierre. Philippe, lui, ne peut s'y rendre sans humiliation. Le 27 novembre 1095, Urbain II prononce son célèbre appel à la croisade au concile de Clermont. Devant une foule enthousiaste, il exhorte les chrétiens à libérer Jérusalem. Cette guerre sainte enflamme toute la noblesse française, sauf Philippe Ier, qui ne peut y participer. L'excommunication prive le roi de France du plus grand événement de son époque. Tous les souverains chrétiens préparent leur départ pour la Terre sainte. Philippe reste cloué dans son royaume, spectateur impuissant de cette épopée. Cette exclusion constitue une humiliation supplémentaire. Ses vassaux, eux, peuvent prendre la croix. Robert Courteheuse, duc de Normandie, hypothèque son duché pour financer son expédition. Godefroy de Bouillon vend ses domaines. Raymond de Toulouse mobilise tous ses moyens. Ces grands seigneurs gagnent en prestige tandis que Philippe stagne.
Bertrade mesure l'ampleur du désastre. L'excommunication transforme Philippe en paria de la chrétienté. Tous les autres souverains participent à la croisade, sauf lui. Cette situation affaiblit considérablement le prestige royal. Elle craint que Philippe ne finisse par lui reprocher ses conséquences. Le roi tente de compenser son exclusion en soutenant discrètement certains croisés. Il prête de l'argent, fournit des vivres, facilite les passages sur ses terres. Mais ces gestes restent dans l'ombre. Officiellement, le roi de France ne participe pas à la plus grande entreprise de son temps. Cette exclusion révèle l'isolement croissant de Philippe. Ses alliés traditionnels prennent leur distance. Ses ennemis exploitent sa faiblesse. Le royaume perd de son influence européenne. Tout cela à cause de sa passion pour Bertrade de Montfort. L'excommunication dure depuis 6 ans, quand survient un événement dramatique. En juillet 1099, les croisés prennent Jérusalem. Cette victoire chrétienne résonne dans toute l'Europe. Elle renforce le prestige d'Urbain II et affaiblit encore la position de Philippe. Le succès de la croisade rejaillit sur tous ceux qui y ont participé. Godefroy de Bouillon devient roi de Jérusalem. Bohémond de Tarente fonde la principauté d'Antioche. Raymond de Toulouse établit le comté d'Édesse. Pendant ce temps, Philippe végète dans son excommunication. Cette situation provoque des remous dans l'entourage royal. Certains conseillers pressent Philippe de se réconcilier avec Rome. L'excommunication nuit gravement aux intérêts du royaume. Elle affaiblit l'autorité royale, compromet les alliances, paralyse l'action diplomatique. Il faut trouver une solution. Philippe vieillit. Il a 47 ans en 1099. Ses excès de table et ses soucis politiques dégradent sa santé. Il grossit, souffre de douleurs articulaires, perd parfois le souffle. Cette dégradation physique l'inquiète. Que deviendra-t-il s'il meurt en état d'excommunication? Bertrade observe ces signes avec une anxiété grandissante. Sa position dépend entièrement de Philippe. Si le roi meurt, elle perdra tout. Louis, l'héritier du trône, la déteste. Il la considère comme responsable du malheur de sa mère Berthe. Elle risque l'exil, voire pire. En 1099, Philippe associe officiellement Louis au pouvoir. Cette décision vise à assurer la succession royale. Mais elle révèle aussi les inquiétudes du souverain. Il sent sa fin approcher et veut préparer la transition. Cette perspective terrifie Bertrade. L'année 1100 marque un tournant dans la crise. Pascal II succède à Urbain II sur le trône pontifical. Ce nouveau pape, moins intransigeant que son prédécesseur, semble ouvert au dialogue. Philippe saisit cette opportunité pour entamer des négociations discrètes. Les premiers contacts s'établissent par l'intermédiaire de l'évêque d'Arras, Lambert. Ce prélat jouit de la confiance de Pascal II et maintient des relations correctes avec Philippe. Il accepte de servir d'intermédiaire entre Rome et Paris. Ces négociations secrètes durent plusieurs mois. Philippe découvre le prix de l'absolution. Pascal II pose des conditions draconiennes, renvoyer définitivement Bertrade, reprendre Berthe de Hollande, accomplir une pénitence publique. Ces exigences révoltent le roi. Après 8 ans de résistance, il refuse de capituler complètement. Bertrade panique en apprenant ces négociations. Elle réalise que Philippe pourrait l'abandonner pour retrouver sa place dans l'Église. Cette perspective la terrifie. Elle redouble d'efforts pour consolider son emprise sur le roi. Elle lui rappelle leur amour, leur complicité, leurs projets communs. Mais Philippe commence à fléchir. L'excommunication pèse de plus en plus lourd sur sa conscience. Il vieillit, sa santé décline, la mort approche. L'idée de mourir en péché mortel lui devient insupportable. Pour la première fois, il envisage sérieusement de céder aux exigences pontificales. Les négociations traînent en longueur. Chaque partie campe sur ses positions. Pascal II refuse tout compromis sur le principe. Philippe ne peut accepter une humiliation totale. Cette impasse dure tout au long de l'année 1100. La situation semble bloquée définitivement. En octobre 1100, Pascal II organise un concile à Poitiers. Cette assemblée doit réexaminer le cas de Philippe Ier. Le pape espère forcer la main au roi français en renouvelant solennellement son excommunication. Cette pression supplémentaire vise à briser la résistance royale. Philippe apprend cette nouvelle avec amertume. Après 8 ans d'excommunication, Rome persiste dans sa condamnation.
Le concile de Poitiers confirme et aggrave même les sanctions contre lui. Cette intransigeance pontificale l'exaspère. Il refuse toute négociation tant que Pascal II maintiendra cette attitude. Bertrade triomphe temporairement. Le durcissement romain conforte la position de Philippe. Il ne peut plus reculer sans perdre complètement la face. Cette situation arrange parfaitement la reine, qui conserve ainsi son influence. Elle encourage Philippe dans sa résistance. Mais cette victoire tactique cache une défaite stratégique. L'excommunication renouvelée isole encore davantage la France. Les autres souverains européens évitent Philippe. Les alliances diplomatiques deviennent impossibles. Le royaume perd progressivement son rang en Europe. Les conséquences intérieures s'aggravent également. Plusieurs évêques français appliquent strictement l'excommunication. Ils interdisent au roi l'entrée de leur diocèse, refusent de le recevoir, évitent sa présence lors des cérémonies. Cette hostilité cléricale paralyse l'administration royale. Philippe mesure l'impasse dans laquelle il s'enfonce. Sa résistance héroïque se transforme progressivement en obstination stérile. Il ne peut plus gouverner normalement, ne peut participer aux grands événements de son temps, ne peut espérer aucun soutien extérieur. L'isolement devient total. L'année 1101 apporte de nouvelles épreuves. La seconde croisade s'organise pour secourir les États latins d'Orient. Une fois encore, Philippe ne peut y participer. Cette exclusion répétée de tous les grands événements chrétiens ronge son moral et son prestige. Sa santé se dégrade rapidement. Philippe souffre désormais de crises de goutte qui l'immobilisent pendant des semaines. Son embonpoint s'accentue, sa respiration devient difficile, sa mobilité se réduit. Ses maux physiques reflètent sa souffrance morale. L'excommunication le tue à petit feu. Bertrade observe cette dégradation avec une inquiétude croissante. Elle réalise que son emprise sur Philippe pourrait ne pas survivre à une grave maladie. Si le roi se croit mourant, il risque de tout sacrifier pour obtenir l'absolution. Cette perspective l'obsède jour et nuit. Louis, l'héritier du trône, profite de l'affaiblissement paternel pour étendre son influence. Il gouverne de facto plusieurs provinces, rend la justice en son nom propre, négocie avec les grands vassaux. Cette montée en puissance inquiète Bertrade, qui y voit une menace pour son avenir. Les relations entre Bertrade et Louis atteignent leur point de rupture. Le futur Louis VI reproche ouvertement à sa belle-mère d'avoir causé le malheur familial. Il évoque publiquement sa mère Berthe, morte en 1093 dans l'amertume et l'abandon. Cette hostilité ouverte révèle l'isolement de Bertrade. Philippe tente de maintenir l'équilibre entre sa femme et son fils, mais cette situation devient ingérable. Il ne peut satisfaire simultanément les exigences de Bertrade et les reproches de Louis. Cette tension familiale s'ajoute à ses autres difficultés et précipite sa dépression. En 1102, les négociations secrètes reprennent. Lambert d'Arras multiplie les voyages entre Paris et Rome. Cette fois, Philippe semble plus disposé aux concessions. L'âge et la maladie ont entamé sa résistance. Il cherche une solution honorable à sa situation. Pascal II a envoyé cette évolution. Il modère légèrement ses exigences. Le pape accepte de ne pas imposer la reprise de Berthe de Hollande, celle-ci étant décédée. Il maintient en revanche l'obligation de renvoyer Bertrade et d'accomplir une pénitence publique. Ces conditions restent draconiennes mais négociables. Philippe découvre une faille dans les positions pontificales. Rome ne peut imposer la bigamie en obligeant le roi à reprendre une épouse décédée. Cette impossibilité matérielle ouvre une brèche dans l'intransigeance papale. Elle permet d'envisager un compromis acceptable. Bertrade comprend le danger. Si Philippe obtient l'absolution sans reprendre Berthe, il pourra la répudier plus facilement. Cette perspective la terrorise. Elle multiplie les manœuvres pour saboter les négociations. Elle fait pression sur l'entourage royal, corrompt les conseillers, manipule l'information. Mais sa position s'affaiblit progressivement. Philippe la consulte de moins en moins sur les affaires importantes. Il évite ses conseils politiques, limite leurs apparitions publiques communes. Ces signes révèlent un changement d'attitude significatif. Le roi se détache lentement de sa passion. Cette évolution inquiète profondément Bertrade. Elle réalise que son influence diminue au moment le plus critique. Si elle perd définitivement l'emprise sur Philippe, elle risque tout, son rang, ses biens, sa sécurité. Cette angoisse la pousse à des initiatives désespérées. En 1103,
Les négociations atteignent un point décisif. Pascal II propose un ultimatum final. Philippe obtiendra l'absolution s'il s'engage solennellement à ne plus cohabiter avec Bertrade. Cette promesse doit être publique et irrévocable. En échange, Rome lèvera l'excommunication. Philippe hésite longuement face à cette proposition. Accepter signifierait renier 11 ans de vie commune avec Bertrade. Refuser condamnerait son âme à la damnation éternelle. Ce dilemme le torture pendant des mois. Il consulte ses confesseurs, interroge ses conseillers, pèse interminablement le pour et le contre. Bertrade livre son dernier combat. Elle rappelle à Philippe tous leurs moments de bonheur, évoque leur amour unique, brandit la menace de leur séparation. Elle alterne les supplications et les reproches, les caresses et les larmes. Cette bataille sentimentale vise à préserver son emprise chancelante. Mais Philippe a pris sa décision. La perspective de mourir excommunié lui devient insupportable. Sa foi, longtemps étouffée par la passion, reprend le dessus. Il accepte les conditions pontificales et s'engage à rompre avec Bertrade. Cette promesse lui arrache le cœur mais sauve son âme. L'annonce de cette décision provoque un drame au château royal. Bertrade s'effondre en apprenant la nouvelle. Elle comprend que 11 ans de règne s'achèvent. Sa chute sera aussi brutale que son ascension avait été fulgurante. Cette réalité la plonge dans le désespoir. Philippe tente de consoler Bertrade. Il lui promet une séparation honorable, des revenus substantiels, une retraite convenable. Ces garanties matérielles ne peuvent compenser la perte du pouvoir. Bertrade pleure sa grandeur perdue tout en maudissant celui qui l'abandonne. Le 1er décembre 1104, Lambert d'Arras arrive à Paris porteur de l'absolution pontificale. Cette nouvelle se répand immédiatement dans tout le royaume. Après 12 ans d'excommunication, Philippe Ier retrouve sa place dans l'Église. Cette réconciliation provoque un soulagement général. La cérémonie d'absolution se déroule en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Philippe s'y rend en grand appareil, accompagné de sa cour et de ses vassaux. Seule Bertrade manque à cette procession. Elle reste enfermée au château, pleurant sa déchéance. L'archevêque de Sens, d'Imbert, préside la cérémonie. Il lit solennellement la bulle d'absolution pontificale. Philippe s'agenouille devant l'autel, reconnaît publiquement ses fautes, jure de respecter ses engagements. Cette pénitence publique efface 12 ans de rébellion contre Rome. La foule massée dans la cathédrale accueille l'absolution par des acclamations. Les cloches sonnent à toute volée dans tout Paris. Le royaume retrouve enfin son roi légitime. Cette joie populaire contraste cruellement avec la solitude de Bertrade, abandonnée au château royal. Philippe communie pour la première fois depuis 1094. Cette communion le bouleverse profondément. Il pleure de soulagement en recevant l'hostie consacrée. 12 ans d'excommunication s'achèvent dans cette réconciliation spirituelle. Le roi retrouve la paix intérieure. Mais cette absolution a un prix. Philippe doit tenir sa promesse de rupture avec Bertrade. Cette obligation morale pèse lourdement sur sa conscience. Il aime encore cette femme qui a partagé 12 ans de sa vie. La séparation lui brise le cœur malgré son soulagement spirituel. Les jours suivant l'absolution sont un calvaire pour Philippe et Bertrade. Ils doivent organiser leur séparation définitive tout en préservant les apparences. Cette situation crée une atmosphère pesante au château royal. Chacun évite le regard de l'autre. Philippe tente de faciliter la transition. Il attribue à Bertrade le château de Montreuil-sur-Mer et des revenus confortables. Ces dispositions matérielles visent à adoucir la rupture, mais rien ne peut compenser la perte du rang royal. Bertrade passe de reine de France à simple dame châtelaine. Bertrade organise son déménagement avec une dignité feinte. Elle emballe ses bijoux, ses robes, ses objets personnels. Chaque geste lui rappelle sa grandeur perdue. Cette femme orgueilleuse souffre atrocement de cette déchéance. Elle cache ses larmes derrière un masque d'indifférence. Le 15 décembre 1104, Bertrade quitte définitivement le château royal. Philippe l'accompagne jusqu'à la cour d'honneur. Leurs derniers regards échangés révèlent une émotion intense. 12 ans de passion s'achèvent dans cette séparation silencieuse. Aucun mot ne pourrait exprimer leur douleur commune. Le cortège de Bertrade s'éloigne lentement vers la Picardie.
Philippe le regarde disparaître depuis les remparts du château. Cette vision le hante pendant des jours. Il vient de sacrifier son bonheur personnel pour retrouver la paix avec Dieu. Ce sacrifice lui coûte énormément. L'entourage royal observe cette séparation avec des sentiments mélangés. Certains se réjouissent de voir partir celle qui avait causé tant de troubles. D'autres plaignent secrètement Philippe, conscient de sa souffrance. Cette division révèle l'impact durable du scandale royal. Malgré l'absolution, Philippe peine à retrouver sa place normale dans l'Église. 12 ans d'excommunication ont créé des habitudes difficiles à changer. Certains prélats restent méfiants envers ce roi qui a si longtemps défié Rome. Cette méfiance complique la réconciliation. Pascal II surveille attentivement le respect des engagements royaux. Il fait espionner Philippe pour vérifier qu'il ne revoit pas secrètement Bertrade. Cette surveillance humilie le roi, mais garantit sa fidélité aux promesses données. Rome ne pardonne pas, mais n'oublie jamais. Philippe retrouve progressivement ses prérogatives religieuses. Il peut à nouveau assister aux messes solennelles, recevoir les sacrements, participer aux processions. Ces gestes rituels lui procurent une satisfaction profonde. Il redécouvre la sérénité spirituelle perdue depuis longtemps. Mais la solitude pèse lourdement sur le roi vieillissant. À 52 ans, Philippe se retrouve seul après 12 ans de vie conjugale. Cette solitude amplifie sa mélancolie naturelle. Il évite les divertissements, se replie sur lui-même, vieillit prématurément. Louis observe avec inquiétude cette dégradation paternelle. L'héritier du trône craint que Philippe ne sombre dans la dépression. Cette perspective l'alarme, car elle compromettrait la stabilité du royaume. Il tente de distraire son père par diverses activités. L'année 1105 se déroule dans cette atmosphère morose. Philippe gouverne mécaniquement, sans enthousiasme ni projet. L'absolution lui a rendu la paix spirituelle, mais n'a pas guéri sa blessure sentimentale. Cette contradiction mine son moral et sa santé. Au printemps 1105, Philippe reçoit des nouvelles de Bertrade. Installée à Montreuil-sur-Mer, elle s'ennuie dans son exil doré. Cette femme active et ambitieuse supporte mal sa retraite forcée. Elle regrette amèrement sa grandeur passée et cherche les moyens de la reconquérir. Bertrade tente une première approche en mai 1105. Elle écrit à Philippe sous prétexte de régler des questions financières. Cette lettre cache en réalité un appel discret. Elle évoque leur amour passé, leurs souvenirs communs, leur complicité perdue. Ces évocations troublent profondément Philippe. Le roi hésite longuement avant de répondre. Sa conscience lui interdit tout contact avec Bertrade. Mais son cœur le pousse vers cette femme qu'il aime encore. Ce dilemme le torture pendant des semaines. Il rédige plusieurs brouillons de réponses avant de tous les brûler. Finalement, Philippe cède à la tentation. Il envoie une réponse brève mais affectueuse à Bertrade. Cette lettre ravive immédiatement leurs relations épistolaires. Ils échangent discrètement plusieurs messages au cours de l'été 1105. Ces contacts secrets violent l'esprit, sinon la lettre de leurs engagements. Pascal II apprend ces échanges par ses espions. Cette nouvelle l'indigne profondément. Philippe respecte techniquement sa promesse de non-cohabitation, mais trahit son esprit par ses contacts. Le pape prépare une mise en garde sévère contre cette dérive dangereuse. Philippe réalise le piège dans lequel il s'enfonce. Ses relations épistolaires avec Bertrade risquent de provoquer une nouvelle crise avec Rome. Il doit choisir définitivement entre son amour et son salut. Cette alternative le plonge dans une nouvelle période d'angoisse. En octobre 1105, Philippe reçoit un ultimatum de Pascal II. Le pape menace de renouveler l'excommunication si les contacts avec Bertrade ne cessent immédiatement. Cette menace glaciale oblige Philippe à prendre une décision radicale. Il ne peut risquer une nouvelle rupture avec l'Église. La lettre de rupture que Philippe adresse à Bertrade en novembre 1105 la bouleverse complètement. Le roi lui interdit tout contact futur, lui demande d'oublier leur passé commun, la prie de ne plus chercher à le revoir. Cette rupture épistolaire achève leur séparation. Bertrade accuse terriblement le coup. Cette femme orgueilleuse ne supporte pas d'être définitivement rejetée. Elle comprend que Philippe ne reviendra jamais vers elle. Cette certitude la plonge dans une rage impuissante mêlée de désespoir profond. Philippe souffre autant que Bertrade de cette rupture définitive, mais il a choisi son camp.
Dieu plutôt que l'amour humain. Cette décision lui coûte énormément, mais lui rend la sérénité spirituelle. Il accepte désormais sa solitude comme une pénitence nécessaire. L'entourage royal observe cette évolution avec soulagement. Philippe semble enfin libéré de sa passion destructrice. Il retrouve progressivement le goût des affaires publiques, s'intéresse à nouveau aux problèmes du royaume, renoue avec ses vassaux. Cette renaissance politique rassure ses conseillers. Louis se réjouit particulièrement de cette évolution paternelle. La réconciliation définitive avec l'Église consolide la légitimité dynastique. Elle facilite également les rapports entre le père et le fils, longtemps empoisonnés par la question de Bertrade. Philippe consacre ses dernières années à reconstruire l'autorité royale ébranlée par 15 ans de crise. Il multiplie les gestes symboliques pour effacer le souvenir du scandale. Cette politique de réhabilitation obtient des résultats encourageants, mais reste fragile. Le roi vieillit rapidement. Ses excès passés et ses tourments récents ont miné sa santé. Il souffre de crises de gouttes de plus en plus fréquentes, peine à se déplacer, s'essouffle facilement. Ces maux physiques reflètent l'usure d'un règne difficile. En 1106, Philippe fait un pèlerinage à Saint-Denis pour implorer le pardon divin. Cette démarche pénitentielle impressionne favorablement l'opinion publique. Elle témoigne de la sincérité du repentir royal. Le roi semble avoir retrouvé la foi de sa jeunesse. Bertrade, elle, végète dans son château picard. Cette retraite forcée ruine sa santé morale et physique. Elle vieillit prématurément, perd sa beauté légendaire, sombre dans la mélancolie. L'amour qui avait fait sa grandeur cause maintenant sa perte. En 1108, Philippe sent sa fin approcher. Il convoque Louis pour organiser la succession. Cette transmission du pouvoir se déroule harmonieusement, contrairement aux craintes anciennes. L'héritier accepte sans difficulté l'héritage paternel. Philippe Ier meurt le 29 juillet 1108 au château de Melun. Il a 56 ans et a régné 48 ans. Ses derniers mots évoquent son repentir et sa confiance en la miséricorde divine. Cette fin édifiante efface partiellement le scandale de sa vie. L'Église accepte d'enterrer Philippe en terre consacrée. Cette inhumation religieuse confirme sa réconciliation avec Rome. Le roi repose dans l'abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire, loin du faste royal habituel. Cette simplicité témoigne de son humilité retrouvée. Louis VI succède à son père sans contestation. Le nouveau roi hérite d'un royaume pacifié mais affaibli. Il devra restaurer le prestige capétien ébranlé par les scandales précédents. Cette tâche monopolisera les premières années de son règne. Bertrade apprend la mort de Philippe avec un mélange de douleur et de soulagement. Elle pleure l'homme qu'elle a aimé, mais se libère enfin de cette passion destructrice. Cette disparition clôt définitivement un chapitre douloureux de sa vie. La nouvelle de la mort royale se répand rapidement dans toute l'Europe. Elle suscite des réactions contrastées. Les uns saluent la fin d'un règne scandaleux, les autres regrettent un souverain courageux. Cette division révèle l'ambiguïté du personnage de Philippe Ier. Philippe Ier laisse un héritage complexe à la postérité. Son règne de 48 ans a consolidé la dynastie capétienne, mais l'a également fragilisée par ses scandales personnels. Cette contradiction traverse toute l'historiographie de ce règne singulier. L'affaire Bertrade révèle les tensions entre pouvoir temporel et autorité spirituelle au Moyen Âge. Elle illustre les limites du pouvoir royal face aux exigences de l'Église. Cette leçon marquera profondément les successeurs de Philippe. Bertrade de Montfort se retire définitivement de la vie publique après 1108. Elle finit ses jours dans l'obscurité, oubliée de tous. Cette chute spectaculaire contraste cruellement avec son apogée royal. Elle meurt vers 1117 sans avoir reconquis sa grandeur perdue. L'excommunication de Philippe Ier reste unique dans l'histoire capétienne. Aucun de ses successeurs ne subira pareille humiliation. Cette exception révèle l'exceptionnalité du scandale provoqué par sa passion pour Bertrade. Le règne de Philippe Ier démontre que même les rois les plus puissants ne peuvent défier impunément les lois morales de leur époque. Sa passion pour Bertrade lui coûta 12 ans d'excommunication et faillit compromettre sa dynastie. Cette leçon traverse les siècles. Cette histoire d'amour impossible illustre parfaitement les contradictions d'une époque partagée entre passion humaine et exigence divine.
Philippe choisit d'abord l'amour, puis la foi. Ce parcours chaotique révèle la complexité de l'âme humaine face au choix ultime. L'histoire de Philippe Ier et Bertrade de Montfort reste l'un des plus grands scandales de la monarchie française médiévale. Elle prouve que l'amour peut transformer un roi prudent en rebelle excommunié, et qu'aucune passion terrestre ne résiste éternellement au commandement céleste.